À l'unanimité, le Conseil national de transition, le CNT du Mali, a adopté la loi de ratification du traité portant création de la Confédération des États du Sahel. C'était vendredi 1er novembre 2024 lors de sa séance plénière. À travers cet accord, Bamako a scellé avec le Burkina Faso et le Niger le renforcement de sa défense, de la diplomatie, mais également d'autres politiques convergente. Il s'agit de développement de la région saharienne qui préoccupe les dirigeants de ces différents États. Quelles peuvent être les conséquences de la signature d'un tel traité sur le plan politique et géopolitique? Quelles sont les perspectives envisageables et envisagées après cette ratification dont a beaucoup parlé les médias? Ce sont là les questions qui vont constituer le fil d'Ariane de cette édition de Regard panafricain. Nous sommes le 4 novembre 2024. Vous écoutez For You Radio. À tout de suite pour la suite. Avant de rentrer dans l'iris de ce regard panafricain de ce soir pour lequel nous vous remercions d'être si nombreux à nous écouter et à nous suivre à travers nos réseaux sociaux et nos différentes plateformes, permettez-moi de faire mes civilités à notre invité de soir, qui est d'ailleurs un habitué, un meuble de cette émission, quelqu'un qu'on ne présente plus sur les antennes de For You Media Africa. Il s'appelle André Christelle Fanga. Il est journaliste. Il dirige la publication dénommée La Dépêche du Midi. C'est un tabloïd qui se consacre donc à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Et c'est un tabloïd qui paraît dans la sous-région Afrique centrale. André Christelle Fanga est parmi justement ses casquettes compte celle d'analyste et de militant panafricain et panafricaniste. Convaincu et convaincant, comme vous le verrez encore et l'entendrez encore ce soir. André Christelle Fanga, bonsoir et merci de nous honorer de votre présence ce soir encore. Bonsoir Monsieur Abega, c'est un réel plaisir de me retrouver encore dans votre studio, sachant que les questions africaines sont les questions les plus importantes actuellement dans le monde, parce que tout tourne autour de l'Afrique. Tout tourne autour des Africains, tout tourne autour des peuples noirs d'Afrique. Quand vous voyez les sommets qui sont organisés, c'est toujours Russie-Afrique, France-Afrique, Japon-Afrique, Corée-Afrique, tout Afrique, États-Unis-Afrique. Et vous voyez qu'en réalité, c'est comme si tout tournait autour de cette belle femme appelée l'Afrique. C'est pour ça que quand vous nous invitez pour discuter des questions qui concernent cette Afrique, c'est une convocation civile. Une convocation civile, c'est-à-dire nous obéissons, n'est-ce pas, à cet ordre, à cette convocation envoyée, n'est-ce pas, par le média, pour justement venir éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de ces Africains-là. Donc c'est un plaisir d'être sur votre plateau, avec tous ceux qui sont derrière les machines, au devant de la scène, et ceux qui sont, n'est-ce pas, qu'on ne voit jamais, ou qu'on n'écoute jamais, mais qui sont à la manœuvre pour qu'on puisse être écouté. Donc, je les salue, et un grand salut aussi à notre consoeur, n'est-ce pas, qui est un peu alité, n'est-ce pas, par rapport à la présentation de cette émission. La présentatrice attitrée de cette émission, Begoudé Madone, à qui nous envoyons toute notre chaleur et notre affection, toutes les énergies positives dont elle a besoin pour se remettre de la maladie qui l'a gardée au lit et qui l'a empêché justement de vous servir ce soir, chers auditeurs. André Christelle Fanga, il y a donc cette ratification de Bamako qui choisit officiellement d'apposer le sceau de l'État malien sur cette loi qui engage et qui crée donc la Confédération des États du Sahel. C'est la suite logique d'un processus qui a été initié il y a plus d'1 an après les assises du LIPTA à Gomo. Comment vous réagissez à cette posture qui en fait ne devrait pas surprendre les panafricains?
Alors, je pense que cette ratification, n'est-ce pas, de la charte de l'Ifta-Gourma, c'est-à-dire qui met en place la confédération, n'est-ce pas, des États du Sahel, ce n'est pas une surprise. Je pense que le Mali, aujourd'hui, présente, n'est-ce pas, parce qu'il faut rappeler d'abord que le colonel Assimi Goïta, bon, il n'est plus colonel. Il est passé général. Il est passé général. Donc, le général Assimi Goïta, n'est-ce pas, président de la transition, président, n'est-ce pas, en exercice, n'est-ce pas, de la Confédération des États de l'AES actuelle, justement, montre le leadership, n'est-ce pas, du Mali actuel par rapport, n'est-ce pas, à la création de cette confédération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une marche et une démarche aussi qui apporte, n'est-ce pas, plus d'éclaircie et plus d'assurance à ce qui est en train d'être fait. Parce que quand nous regardons la révolution aujourd'hui, n'est-ce pas, des peuples africains qui est en train de se matérialiser au Mali, parce que ce qui se passe au Mali n'est que le rêve de la plupart de beaucoup d'États africains, enfin des peuples africains de d'autres États, mais qui se manifeste, qui est entre ces trois pays-là, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc c'est l'embryon de ce que les peuples africains souhaitent au niveau de l'AES. Et donc, le traduit en acte concret, c'est-à-dire en rectifiant, n'est-ce pas, cette charte-là, ou bien cet acte de création-là. Alors, ça veut dire que ça donne de la légitimité maintenant aux aspirations du peuple, n'est-ce pas, souverain d'Afrique, et dont le projet est d'avoir une unité politique, qui est le projet qui est d'avoir, n'est-ce pas, un État africain, parce que ça présente, ça augure, ça montre la voie à ce que demain, on peut facilement avoir un État africain. Parce que si les États de l'AES aujourd'hui ouvrent grandement les portes pour dire, bon, ok, nous acceptons l'adhésion de certains pays. Je pense que beaucoup de pays vont y adhérer ces temps-ci. Mais comme il faut aller pas à pas, je pense que c'est quelque chose en train de se construire à partir de là. Donc, c'est une réaction extrêmement, pour moi, de joie de ce que nous disons, ce que nous apportons, n'est-ce pas, comme expertise, analyse, parce que vous savez que nous sommes suivis, n'est-ce pas, de ces côtés-là. Et parfois, ce que nous posons comme problématique est prise en compte, n'est-ce pas, dans ces différents États-là. Donc, c'est un pas en avant par rapport à la marche panafricaine et surtout au combat que nous menons et surtout à la souveraineté des États de l'AES. Vous parlez d'embryon, je veux qu'on reste dans oui, cette image. L'AES constitue, à votre sens, l'embryon qui va avoir germé plus tard l'état de la grande unité africaine. Après l'embryon, on peut donc penser logiquement en termes de perspective que on peut aller vers le fœtus et puis le bébé qui verra le jour. Vous considérez que l'AES est aujourd'hui le fragment le plus légitime pour porter et continuer à essamer les graines de cette vision, de ce rêve attendu d'un État qui rassemble toutes les autres entités africaines. L'AES est-il le mieux positionné pour arriver à cet idéal-là? Écoutez, je pense que quand nous parlons d'embryon, ça veut dire qu'il y a eu un contact. Bon, je ne veux pas aller plus loin que ça. Quand on parle d'un embryon, quand on parle, ça veut dire qu'il y a eu un croisement. Il y a eu sûrement quelques échanges, n'est-ce pas? Absolument. Il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est produit. Et c'est justement parce qu'il y a eu quelque chose de très intéressant que on peut avoir l'embryon. Absolument. Et si on a déjà l'embryon, ça veut dire que l'entente, le croisement, les échanges qui ont eu entre les différentes parties étaient de très bons échanges. C'était pas accidentel. C'était pas un viol. C'était consentant pour que, n'est-ce pas, cet embryon puisse naître. Quand je parle d'embryon, c'est parce que ce que nous voyons au Mali, vous êtes habitués des réseaux sociaux. Et parfois, vous entendez dans les réseaux sociaux, on prie au Cameroun et ça sort au Mali. On prie en Côte d'Ivoire,
ça sort au Burkina Faso. C'est le témoin d'une certaine sociologie et d'un certain regard que les Africains portent. Exactement. Donc, quand j'essaie de dire ça, c'est pour vous dire que, monsieur Abega, c'est les aspirations des peuples africains qui commencent à se réaliser, n'est-ce pas, au niveau de la charte du Liftako Gourma, c'est-à-dire de cette confédération appelée l'AES aujourd'hui. Et donc, quand les peuples africains voient, n'est-ce pas, comment ça entre le fonctionner et comment ça marche, alors ils ne peuvent que dire que ça puisse être peut-être le fœtus, peut-être le Passer bébé. de l'embryon au fœtus. L'embryon au fœtus. Et d'ailleurs, je pense que la ratification, n'est-ce pas, de cette charte aujourd'hui est un ajout, n'est-ce pas, pour la croissance de l'embryon. Et je pense que si davantage d'autres États, n'est-ce pas, ajoutent des ingrédients, je pense que l'embryon va vite prendre du volume et changer d'étape, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous souhaitons tous. Parce que quand nous parlons d'un État embryonnaire africain, c'est parce que justement, nous voyons à l'AES quelque chose qui peut être l'élément déclencheur de ce 1er novembre 2024 entre les autorités nigériennes et la société Glavcosmos, filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos. Dans les détails et selon la radio publique nigérienne, l'accord porte sur les modalités d'acquisition et de déploiement de 3 satellites à haute altitude pour assurer la sécurité des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États. Docteur Félix Roland Moumier. Donc, qui avait des projets, qui avait des pensées, n'est-ce pas, pour véritablement... D'ailleurs, il a toute une université dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, où sa dépouille avait été acheminée après son assassinat. Mais vous comprenez que ce qui se passe dans l'AES est une vision lointaine, n'est-ce pas, lointaine, où des gens ont donné de leur vie, se sont sacrifiés, n'est-ce pas, pour voir l'avenir, la venue de ce monde que nous voyons aujourd'hui là, surtout dans l'AES actuellement. La semence a été implantée depuis longtemps. Bien sûr, nous ne faisons que sarcler. Nous ne faisons que travailler, n'est-ce pas, cette terre qui a été bien labourée par les pères, n'est-ce pas, fondateurs. D'ailleurs, au-delà même de ces pères fondateurs que j'ai cités tout à l'heure, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Sylvanus Olympio, et Oumiobe et tout cela, je voudrais vous faire un rappel historique, n'est-ce pas, dans les années 1800, où des grands, n'est-ce pas, rois africains, n'est-ce pas, avait décidé de lutter contre l'impérialisme. La lutte contre l'impérialisme n'a pas commencé aujourd'hui. La lutte pour la souveraineté des États, n'est-ce pas, africains n'a pas commencé aujourd'hui depuis des États. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de la lutte, n'est-ce pas, de Rudolf Douala Mangabel. Rappelez-vous de la lutte de Madola. Rappelez-vous de Martin-Paul Samba. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de ces en RDC, n'est-ce pas, bon, Patrice Emery Lumumba, c'est hier, mais je pense à Simon Kimbangu, n'est-ce pas, qui a travaillé d'arrache-pied pour justement dire que l'Afrique ne peut pas être entre les mains du colon blanc. Ils se sont battus. Ils sont nombreux comme ça. Donc vous pouvez... C'est une lutte qui a commencé depuis longtemps. Centenaires, 2 centenaires, 3 centenaires, 5 centenaires. Et vous pensez qu'aujourd'hui, elle commence à porter les fruits, notamment à travers la Confédération des États du Sahel? Vous faites bien de ramener cela à l'État, parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, cette Afrique de l'Ouest était constituée en un bloc. Absolument. C'était constitué en un bloc. Hier, avant l'arrivée des CEDEAO et de toutes ces organisations-là, il y avait des grands blocs. L'empire du Manding, le royaume du Dahomey. Du Dahomey et tout ça. Donc, vous voyez que c'était des très grands, des grands empires. Avec l'homme le plus riche de tous les temps. Mansa Moussa. L'empereur. Donc, ces empires-là ont été laminés parce que, en réalité, le colon ou bien le colonisateur, n'est-ce pas, a amené l'arme de la division. Ils ont amené la stratégie de Machiavel.
la stratégie de Machiavel, qui est leur livre de chevet, de tous les hommes politiques, n'est-ce pas, que ce soit européens et africains, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'art de diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'ils ont amené, et on a divisé les royaumes. Et certains esclaves d'hier sont devenus des petits rois qu'on a fabriqués, installés dans des petits royaumes. On a divisé, on a fait. Mais je continue à dire, et je ne cesserai de toujours le dire à chaque fois que j'aurai l'opportunité, n'est-ce pas, de parler, de dire que, mais comment est-ce possible, par exemple, dans la zone CEMAC, par exemple, nous sommes au Cameroun. Absolument. Vous avez au Cameroun, par exemple, dans le sud, n'est-ce pas, 3 frères qui se retrouvent dans 3 pays différents. Quand je parle de 3 frères, je parle des Boulous au Cameroun, je parle des Ntoumou, je parle des Fan. Au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. Donc, quand vous avez ça, et quand vous allez parler... Issus du même ancêtre, du même géniteur. Descendu du Nil, mais écoutez, du fleuve Nil. Donc, vous voyez que tous se retrouvent... Avec des cousins à Sao Tomé Principe. Mais vous retrouvez qu'en Guinée équatoriale, vous tenez une réunion familiale entre... vous êtes au Cameroun et vous êtes Camerounais, n'est-ce pas? Mais boulot. Mais vous tenez une réunion familiale en Guinée équatoriale. Avec vos frères. Avec vos frères de ce côté-là. Réunion familiale. Et vous faites tous les rites nécessaires qui vous sont communs. Même chose avec les frères du Gabon. Vous voyez un peu. Donc quand vous regardez ça, vous comprenez l'ampleur de la division, n'est-ce pas, des peuples africains. D'où la nécessité, et vous le rappelez souvent d'ailleurs dans vos prises de parole, de sortir des barrières de la conférence de Berlin et de ses frontières. Exactement. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand nous voyons ce qui est en train de se produire dans l'AES, c'est comme si c'est une résurrection de l'Afrique. Cette résurrection, c'est-à-dire de former, n'est-ce pas, cette Afrique-là. Vous savez pourquoi le drapeau de la Guinée équatoriale a l'arbre? Dites-nous. C'est cet arbre-là qui portait les peuples, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Les peuples de la forêt, précisément. De la forêt, un bassin forestier. Un bassin forestier assez important. Parce que les gens n'expliquent pas souvent beaucoup de choses quand ils passent. Il faut que les jeunes générations comprennent souvent certaines choses, et même certains aînés qui n'ont pas, n'est-ce pas? Pour dire quoi? Pour dire que nous, l'Afrique, nous avons des symboles qui nous unissent. Et qui portent. Qui portent souvent, n'est-ce pas, nos cultures, qui portent souvent nos idéaux et qui portent souvent notre façon de penser. Parce que quand vous avez cet arbre-là, même si vous avez multiples branches, vous êtes attaché à un seul tronc. Un patriarche nous a fait dire un jour justement que l'une des branches de l'arbre que vous évoquez sur le drapeau équato-guinéen a une déclinaison qui s'appelle l'étain, et que l'étain est en réalité la matrice qui a constitué le peuple Etenga, qui est resté au centre du Cameroun. Exactement. Donc vous comprenez que si vous allez plus loin, bon, je ne vais pas entrer dans l'anthropologie et les histoires de Patrick Nguemandon pour vous expliquer souvent des choses au-delà de même si vous nous devez des explications sur la technique du porc épic. Voilà, bien sûr. On verra tout à l'heure. On verra ça aussi, si possible. Donc, pour dire que quand nous voyons ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas, au niveau de l'AES, alors nous pouvons être fiers que nos aïeux sont en conformité, n'est-ce pas, la terre africaine en train de retrouver, n'est-ce pas, les marques de l'unité, les marques de la fraternité, les marques du vivre ensemble dont nous sommes, en fait, c'est dans notre ADN. Parce que l'Africain, lui, il a toujours été socialiste. Lui, il a toujours été hospitalier. Parce que dans nos villages, d'ailleurs, dans certains villages, ça continue, il y avait toujours une calebasse d'eau, n'est-ce pas, une jarre d'eau placée tout le long de la route. Il y avait toujours des petites cases où il y avait des bananes, où il y avait des fruits de saison. À chaque fois que... Quelques victuailles pour peu importe celui qui vient, l'étranger qui passe, n'est-ce pas, il peut se ravitailler sans avoir des forces avant de poursuivre son voyage. Et dès qu'il est aperçu par un étranger, par un habitant du village, il est invité d'abord à partager le repas avant de continuer sa marche.
marche. Voici ce qui a longtemps caractérisé, n'est-ce pas, les peuples africains. Et c'est dans toutes les traditions. D'ailleurs, les peuples Zaoussa gardent encore cette tradition de manger avec les mains sur un même plateau. Vous savez que, bon, je ne vais pas encore sortir l'autre théorie, la théorie de la cuillère et la fourchette. Dites-nous. Mais la théorie de la cuillère et de la fourchette, c'est la théorie de la division et du plat. Quand vous appelez ça civilisation, mais c'est une théorie de division. Parce qu'en réalité, pour qu'on vous divise, il faut créer de l'individualisme. C'est-à-dire, quand on crée déjà, vous avez déjà votre plat. On sépare vos intérêts. Mais attendez, vos intérêts sont séparés. Et vous considérez votre frère avec qui vous mangez dans la même assiette désormais comme un adversaire. Un adversaire. Vous voyez, ça c'est la théorie du plat et des fourchettes et des cuillères. C'est assez subtil ça. Mais je vous dis que ce que vous appelez civilisation, n'est-ce pas, étaient des éléments, n'est-ce pas, pour déconstruire l'Afrique, l'unité de l'Afrique. Parce que quand vous mangez avec les mains, dans la même assiette, parfois vous vous croisez les mains dans le plat. Vous voyez un peu. Et vous partagez la même chaleur du repas. Vous partagez la même chaleur des mains. Vous n'avez pas peur de la salive de l'autre. Parce que quand il met la main dans le plat, il le renvoie dans la bouche. Donc, ça veut dire que... Et on n'avait pas peur participe à renforcer les liens. Exactement. La solidité des liens, n'est-ce pas, des peuples africains. Et donc, aujourd'hui, quand nous regardons ce qui est en train de vouloir se reproduire, qui est déjà même en train de se produire dans l'AES, alors nous pouvons comprendre que l'Afrique est en train de revenir, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, de sa vraie culture, de son vrai développement, de sa vraie souveraineté. Et je pense que j'ai pris cet exemple embryonnaire d'embryon parce que je sens et je comprends et je suis sûr que d'ici peu, on va aller très vite et on aura de très bons résultats par rapport, n'est-ce pas, à cette alliance-là du Liftako-Gourma. Allons-y donc vite, André-Christelle Fanga. Parmi les scénarios qui sont attendus après la ratification de ce traité de la Confédération des États du Sahel, on attend et il est attendu que les frontières soient brisées entre ces trois États. Le Niger, qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, le Mali est dans les mêmes proportions, le Burkina Faso, donc unité territoriale, défense collective avec une armée commune, diplomatie commune, et donc de passer de l'étape de confédération et commencer à travailler pour aller vers l'étape de la fédération, comme pourrait être la fédération de Russie. C'est les scénarios qui sont attendus. Comment on implémente ça de manière concrète et opérationnelle sur le terrain? Je pense que ce n'est pas nous qui avons d'abord demandé, n'est-ce pas, à l'AES de créer la confédération. Ça veut dire que les géopoliticiens, les analystes, tous les acteurs, n'est-ce pas, de la société, n'est-ce pas, malienne, s'ils sont attardés, Burkina Faso et Niger se sont assis et ils ont compris la nécessité. Nous leur disons, ok, vous avez compris la nécessité parce que le discours panafricain, n'est-ce pas, parce que nous sommes un regard panafricain, parce que le discours panafricain prône justement cette véritable souveraineté, n'est-ce pas, prône l'unité, prône la marche d'ensemble pour atteindre les objectifs. Et là, je vais profiter pour vous expliquer la théorie des porcs épics. Des porcs épics. Les voilà. Auditeurs nous ont assaillis de messages. Ils veulent savoir ce que c'est la théorie du porc épic. Vous, André-Christelle Fanga, un homme de la forêt, très ancré dans les traditions africaines, qui savait faire justement le maillage et le mélange subtil nécessaire entre l'apparente modernité et l'attachement à nos traditions. C'est quoi la théorie des porcs épics? Les porcs épics, en saison de froid, décident, n'est-ce pas, de chacun d'aller de son côté. C'est-à-dire, ils sont tous nombreux là, et il fait très froid. Et chacun décide d'aller de son côté. Ils constatent que quand chacun va de son côté, chacun meurt. Il commence à mourir un à un. Sous l'effet des intempéries. Des intempéries, de ce la froid rudesse du climat. Et tout ça, de la rudesse du climat. Et un des porcs épics le plus sage dit, mais pourquoi ne pas se marcher en groupe? De façon que on encadre ceux qui sont les plus robustes, n'est-ce pas, encadre les moyens et les plus vulnérables au milieu, c'est-à-dire on se donne de la chaleur.
c'est ce qu'ils ont commencé. Ils ont fait des progrès de marche. Et à chaque fois, quand ceux qui avaient s'étaient bien réchauffés, n'est-ce pas, maintenant, eux, ils sortent, n'est-ce pas, du cercle, ils reviennent, ils referment le cercle pour renvoyer, n'est-ce pas, ceux qui étaient... Donc, en fait, il y avait un travail de relais. Ils étaient tous ensemble, et il y avait un travail de relais, n'est-ce pas, pour veiller l'un sur l'autre, pour que les intempéries de ce moment-là ne puissent pas les laminer, pour qu'ils puissent disparaître. Ce qui les gênait, en fait, qui les avait séparés, premièrement, c'était parce que le porc épique, chacun les pique. Et à chaque fois qu'ils pouvaient se frotter, les pics de l'un pouvaient piquer l'autre, comme dans chaque famille, n'est-ce pas? Il ne manque pas de problème, il y a des comportements un peu bizarres et tout. Et donc, chacun ne supportait pas, n'est-ce pas, les pics de l'autre. Après, on a dit, ben non. Si on continue dans cette logique, on ne peut pas supporter juste les petits pics d'un frère, d'une sœur, en attendant que la mauvaise saison passe, alors nous allons tous mourir. Absolument. Donc, mieux vaut supporter, n'est-ce pas, ces petits pics, n'est-ce pas, en attendant, on se réchauffe, on se pique, mais on se réchauffe, on pique, et on réussit à traverser, n'est-ce pas, la période la plus difficile. Et c'est ce qui est en train de vouloir se passer aujourd'hui avec... La nécessité de vivre ensemble. Ou de périr individuellement, comme des porcs épiques qui n'ont pas su rassembler leur chaleur. Exactement. Donc, voilà ce qui est en train de se passer actuellement avec, n'est-ce pas, l'AES. Parce que, aujourd'hui, malgré les pics, c'est-à-dire les individualités, on nous a habitués comme ça. C'est le colon qui nous a amené ça. C'est-à-dire, oh non, vous êtes... ils ont même les peuples même qui sont plus supérieurs. En fait, ils ont amené la logique des castes. Vous voyez un peu les castes supérieures, inférieures, les esclaves et tout ça. Alors que, mais, écoutez, si nous avons un même ancêtre, comment l'autre peut être esclave et l'autre est roi ou bien est chef? Vous voyez un peu? Ce n'est pas possible. Je pense que c'est cette division-là qui nous a amené à quoi, quand les autres se pensaient les plus grands chefs, les autres esclaves, et vous voyez que ça a créé des divisions dans la société. Et c'est cet effritement de notre société qui a créé, n'est-ce pas, vous parlez de la République, qui a amené les choses qu'on appelle la République et la démocratie. Alors qu'en réalité, c'est des faux concepts qui apportent plus de morts que de, n'est-ce pas, de repris, selon certains intellectuels, repris, Cheikh Anta Diop en parle beaucoup, repris et perversifié, dévoyé, justement. C'est des concepts qui ont été repris de l'Égypte antique et qui ont ensuite été dévoyés par des penseurs occidentaux tels que Montesquieu, Platon et tout ça, et tout le reste. Donc, quand vous voyez tout ça, vous regardez que là, est en train de reconstruire. Là, est en train de reconstruire, Et maintenant, il faut que ça aille vite. Parce que les surtout intérêts, parce qu'en face, l'adversaire, l'ennemi ne dort pas et n'a pas intérêt à laisser l'AES reconstruire. Un élément très important pour l'AES. Si l'AES veut vite avancer, qu'ils créent leur monnaie. Parce que le franc CFA, et je voulais le rappeler encore, le franc CFA n'est pas une monnaie. Le franc CFA s'appelle franc des colonies françaises d'Afrique. Même si l'appellation officielle a été modifiée. Mais je vous dis encore que le franc CFA, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, quand j'ai un billet de 10 000 dans mes poches là, je dois me rappeler que je suis un colonisé. Chaque fois que vous avez de l'argent franc CFA dans votre poche, vous devez vous rappeler que vous êtes un colonisé. C'est ça qui définit que vous êtes un colonisé. Quand vous l'avez, le franc CFA, quand vous l'utilisez. Je pense qu'aujourd'hui, l'AES doit enlever cette épée de Damoclès qui pèse, n'est-ce pas, sur son avenir. Parce que le terrorisme ne cessera tant qu'il y aura le franc CFA. Ils continueront à acheter des armes. Ils continueront, n'est-ce pas, à payer, même à recruter. Parce qu'il y a des recrutements qui se font.
les Français vont continuer à recruter, n'est-ce pas, ces gens qui sont, n'est-ce pas, emploi à la pauvreté qu'eux, ils ont créé. Parce que ce ne sont pas nos États qui ont créé la pauvreté. Parce qu'on nous dit tous les jours que vous êtes des États pauvres. Comment vous pouvez appeler un État comme le Niger un État pauvre? Quand même, parmi les 5 grands producteurs d'uranium du monde, vous pouvez vous appeler pays pauvre. Ça, ce n'est pas seulement producteur d'uranium, producteur d'or, producteur d'autres ressources, n'est-ce pas, naturelles, que ce soit le diamant, que ce soit le pétrole. Donc, le Niger a plein de ressources, n'est-ce pas? Et sans compter les ressources humaines. On l'a longtemps classé justement dans les rankings internationaux Mais, comme le pays le plus pauvre de la planète. Mais bien sûr. Donc, quand vous avez des aberrations comme celle-là. Avec des multinationales françaises qui exploitaient justement ces ressources. Orano. Pour ne pas ancien Areva. Ancien Areva. Qui continue, qui exploitait, je crois qu'on a rompu le contrat ces derniers temps. Donc, vous voyez que ces aberrations-là doivent s'arrêter. Ce manque de respect, n'est-ce pas, de nos peuples, de notre continent doivent s'arrêter. Et c'est ça le combat que nous menons et que l'AES, justement, est en train de répondre aujourd'hui en disant, OK, nous voulons être ensemble, nous devons nous défendre ensemble, nous devons contribuer ensemble pour notre développement. Ce que la CEDEAO avait dit hier. Mais vous voyez que la CEDEAO a justement renié ses missions premières pour devenir une force d'attaque. C'est-à-dire une force, n'est-ce pas, de mercenaires, n'est-ce pas, qui doivent aller déloger, n'est-ce pas, les militaires, les dirigeants voulus par le peuple au pouvoir. Donc quand nous regardons, par exemple, tous ces dirigeants de la CEDEAO qui logent des mercenaires, qui logent des terroristes dans leur pays aujourd'hui. Vous faites allusion à qui? Côte d'Ivoire, Ghana, Talon, vous l'appelez, c'est quel pays encore là? Le Bénin. Le Bénin. Et Talon nous avait dit qu'il veut seulement un mandat. Il est déjà au 2e. Et le 3e est en coup de route. Bon, passons. C'est les politiciens, vous les connaissez, c'est des très grands et c'est des très grands démocrates. Même celui de Côte d'Ivoire nous avait dit qu'il veut juste un mandat. Voilà le 3e qui est en train de finir et le 4e pointe à l'horizon. Il se prépare alors en 2025. Et il avait justement assuré qu'il ne concevait pas qu'à plus de 80 ans qu'on pense encore à diriger un pays. On continue. C'est les démocrates. Il faut rappeler ça à ceux qui sont les adeptes de la démocratie, des élections, de ceci et de cela. Donc, vous voyez que les aspirations du peuple aujourd'hui, des peuples, parce que quand on dit du peuple, c'est un peu réducteur, des peuples africains aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement ceux de l'AES qui désirent, n'est-ce pas, être ensemble, qui veulent véritablement la souveraineté, sont nombreux un peu de partout dans toute l'Afrique. Et ça, je crois que c'est notre projet, c'est notre plan, c'est notre souci, c'est notre cri de cœur pour que nous arrivons, n'est-ce pas, véritablement à créer cette fédération d'abord, même si c'est avec seulement des 3 États, ça peut se faire. Et maintenant, parce que vous avez pris comme modèle la fédération de Russie, vous voyez qui est une fédération assez forte et puissante aujourd'hui, parce que quand vous regardez la fédération de Russie, c'est un pays continent. Absolument, 17 millions de kilomètres carrés, avec tous les éléments géopolitiques qu'on met à l'intérieur. Mais tout ce que ça soit la population, que ça soit les ressources naturelles, que ça, en fait, c'est comme si la Russie était typiquement l'Afrique. C'est-à-dire, la Russie a ses ressources propres. La preuve en est, quand ils ferment leurs tuyaux de gaz qui alimentent l'Europe, ils meurent là-bas comme des petits poulets. Et ça ne nous fait pas plaisir, nous autres humanistes. André Christian... Monsieur, laissez-moi me terminer. Et quand ils ferment les robinets, quand on dit les sanctions, plutôt, c'est eux qui, leur économie chute et celui de la Russie augmente. Vous voyez des choses comme ça. Pour simplement dire que, M. Abega, regardez, depuis que la charte de l'Iftako Gouma s'est mise en place, les États de cet espace, signataires de cette charte de la Confédération, n'est-ce pas, se portent bien, plus d'emprunts. Ils ont voulu faire des petits chantages au Niger, qui venait d'arriver, n'est-ce pas, qui venait de faire sa révolution, pensant que ça va flanquer. D'ailleurs, le Nigeria continue, n'est-ce pas, dans sa logique de briser, n'est-ce pas, de mettre le Niger en mal, parce que
en leur coupant l'électricité, en créant, en fermant les frontières, même chose comme le Bénin et tout ça, avec le Haut-du qui a tous les problèmes, n'est-ce pas, entre le Bénin et le Niger. Vous voyez que toutes ces manœuvres-là sont faites pour justement fragiliser, n'est-ce pas, les États comme le Niger, mais ils tiennent debout. Ils tiennent debout, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons assez de ressources. J'ai commencé à citer tout à l'heure toutes les ressources que nous avons. La France était cinquième producteur d'or, n'est-ce pas, dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle exploitait l'or du Mali, elle exploitait l'or du Burkina et du Niger en même temps. Alors, depuis qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main, la France a dégringolé. D'ailleurs, même il y a déjà l'expertise des NEO a été déportée en France. Vous le savez, et NEO fait des ravages aussi en France. C'est-à-dire, on coupe aussi déjà l'électricité en France. Parce qu'en réalité, la plupart des centrales nucléaires productrices, n'est-ce pas, d'énergie, qui alimentent 40% de la France, n'est-ce pas, qui venaient du Niger, ont commencé déjà, n'est-ce pas, à flanquer. D'ailleurs, Macron était obligé de faire un voyage express, d'aller au Kazakhstan, qui est le premier producteur d'uranium, n'est-ce pas, pour aller acheter au prix homologué au prix, n'est-ce pas, sur le marché mondial pour essayer de renflouer, n'est-ce pas, les centrales nucléaires françaises. Donc, vous voyez que aussi, quand des petits pays, soi-disant pauvres, très endettés, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, décident de prendre leur souveraineté, ça agit quand même sur la France. Ça a un impact, n'est-ce pas, sur le pays, sur la métropole. Absolument. Et c'est ça le plus grand problème, n'est-ce pas, que la France a avec les pays africains, parce que la France est un pays sensu. C'est un pays qui vit sur le dos des autres. Et donc, si la révolution continue, elle va bien se porter. Ces pays-là, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont bien se porter, parce que d'ailleurs, ils ont déjà créé des sociétés, n'est-ce pas, pour raffiner leur or chez eux. C'est déjà quelque chose de... Avec les multiples partenariats avec la Russie. La Russie et tout le reste. Et tout le reste. Voilà. Et maintenant, plus grave, l'achat du matériel. L'achat du matériel militaire se fait en espèces, cash. C'est-à-dire, ce n'est plus les prêts. Ce n'est plus les aides. Ce n'est plus la dette. Ce n'est plus le service de la dette qui finance ces dépenses de souveraineté. Exactement. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est que je commande mon matériel, je paye. Content. Parce que j'ai les ressources pour le faire. Vous voyez un peu, des hélicoptères, des chars et tout ça, et des armes et tout le reste. Ils ont les moyens pour payer. Parce que ça... Le regain de la souveraineté commence à se faire sentir même dans l'économie. Donc, vous voyez que la souveraineté est un élément extrêmement important pour les États. Aucun État ne peut se développer sans sa souveraineté. Il faut d'abord conquérir sa souveraineté. Et pour que nous puissions conquérir nos souverainetés, il faut justement des révolutionnaires. Il faut des gens qui veulent véritablement travailler. Oui. Restons sur cet aspect des dirigeants et du leadership révolutionnaire. Je veux qu'on s'intéresse à la personnalité des dirigeants de l'AES, le colonel Assimi Goïta du Mali, qui est passé général, vous l'avez rappelé dans votre première prise de parole. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, de qui on dit justement, les observateurs et les analystes disent que il a tous les aspects de la réincarnation de son devancier Thomas Sankara. Et puis il y a le général Abdourahmane Tiani. Qu'est-ce qu'ils ont chacun dans ce qui leur concerne, dans les éléments de leur personnalité qui fascine et qui est inspirant pour le reste des dirigeants en Afrique? Et qu'est-ce qu'il y a dans leur leadership qui devrait inspirer justement les autres États, les autres pays de cette Afrique qui rêve de liberté, de souveraineté, mais surtout d'unité? Monsieur Abega, la première des choses qui fait un leader, c'est le peuple. Pour qu'un leader puisse, même s'il est le leader le plus con, le plus faible, le plus incompétent, quand il a le sentiment, quand il a la certitude, quand il a la conviction que ce qu'il fait ou bien qu'il va faire est en étroite ligne, collaboration avec le peuple, il devient puissant. Il devient charismatique. Il devient imbattable, intouchable. Parce que la meilleure ceinture de sécurité, c'est le peuple. La meilleure motivation pour un leader, c'est ceux qui l'accompagnent.
Il ne peut pas avoir de For You Media, n'est-ce pas? Serge Espoir Matomba ne peut pas faire For You Media sans que Ian Kelly, qui est derrière les machines, sans Abega, sans Basilekin, sans Madone, sans, n'est-ce pas? C'est tout cette ossature là, n'est-ce pas, qui donne de la puissance, qui donne, n'est-ce pas, de l'énergie aux leaders pour justement produire des résultats que nous voyons aujourd'hui dans, n'est-ce pas, les États de l'AES. Ibrahim Traoré ne peut rien faire seul. Il peut beau incarner, n'est-ce pas, tout le leadership, tout ce qui... Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler, vous avez bien dit, n'est-ce pas, c'est comme si c'était la réincarnation de Thomas Sankara. Thomas Sankara avait dit, parce que quand les services de renseignement sont venus le voir, en lui disant que c'est Blaise Compaoré qui est en train de préparer, n'est-ce pas, le coup d'État et ton assassinat. Il a dit, si c'est Blaise Compaoré, il va réussir. L'autre Cameroun avait dit, ce sont les miens également, ils vont réussir. Je dis bien, si c'est Blaise Compaoré qui envisage et qui veut le faire, il va réussir. Et ça s'est avéré que c'était Blaise. Et il a réussi. Parce que l'une des choses, Blaise Compaoré était son compagnon. Intime. Intime, son frère. C'est sur lui qu'il reposait. Et donc, en fait, toute la stratégie de gouvernance était basée, n'est-ce pas, sur ce qui était autour de lui. Donc, vous pouvez beau incarner tout, sauf si vous allez devenir un Hitler, un dictateur, n'est-ce pas, sanguinaire. Oui, ça, c'est là où vous pouvez assumer, mais vous aurez un échec à la fin, parce que vraiment, avoir eu cette armée, cette puissance de Hitler, et qu'à la fin, vous ne gouvernez pas, ça veut dire que vous avez mal géré votre leadership ou bien le peuple qui vous accompagnait dans votre lutte. Donc, et on retient donc que les trois leaders de l'AES ont pour eux et pour principale force leur peuple. Parce qu'ils sont d'ailleurs arrivés au pouvoir à la suite de révolutions populaire. Je rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, que vous suivez Regard panafricain sur For You Radio, nous recevons André Christelle Fanga. Il est journaliste, il dirige la publication La Dépêche du Midi, dont il est le directeur de publication justement. C'est un tabloïd d'analyse, de décryptage d'actualité qui paraît en Afrique centrale. Il est analyste politique également et militant panafricain. Il est consultant permanent sur For You Media. André Christelle Fanga, on va migrer vers la deuxième thématique, sinon le deuxième sujet de nos échanges de ce soir. Il nous amène tout droit. La première est terminée. Ça va, vous êtes satisfait? Votre mot de fin, si vous voulez la Non, je voulais me rassurer. J'imagine que notre satisfait rencontre également celui des auditeurs qui sont en réalité nos véritables patrons. C'est pour eux que nous sommes là. Que nous travaillons. Et voilà. Et c'est d'ailleurs toujours avec plaisir que nous le faisons. Et donc, on va effectuer le voyage, si vous en avez convenance, pour le pays de l'oncle Sam, où là-bas, les Américains sont appelés aux urnes dès demain 5 novembre. Ça, c'est excepté ceux qui ont procédé au vote par anticipation il y a 2 semaines. Ils vont désigner les 538 grands électeurs qui, eux, par la suite, seront chargés de déterminer et de départager Kamala Harris et Donald Trump. Qu'est-ce que cette élection peut apporter au continent africain? On ne cessera jamais de le rappeler, les Africains doivent compter sur eux-mêmes et non sur un leader qui serait élu ailleurs. Qu'est-ce que l'élection du 47e président des États-Unis d'Amérique peut modifier dans la géopolitique, notamment en ce qui concerne les intérêts de l'Afrique? Monsieur Abega, cette question, vous me la posez, on me l'avait déjà posée quand il y avait un certain Barack Hussein Obama au pouvoir. En disant l'arrivée de Barack Obama, c'est le grand espoir pour l'Afrique, les peuples noirs. Mais je voulais vous rappeler que c'est là où l'Afrique a eu ses plus grands malheurs. L'arrivée de M. Hussein Obama au pouvoir. Vous savez pourquoi je mets Hussein dans son nom? Dites-nous. Mais parce qu'il était musulman. Vous voyez un peu, parce qu'il a après enlevé ça pour rester Barack Obama. Mais il a été Barack Hussein Obama. Donc,
pour dire que les élections aux États-Unis, c'est d'abord pour les Américains. C'est d'abord pour eux. Le leader qui sera choisi, c'est d'abord pour eux. Et c'est pour ça que j'aime bien la campagne de Donald Trump. En disant, refaire, n'est-ce pas, rendre encore l'Amérique grand. Redonner à l'Amérique sa grandeur. Redonner à l'Amérique sa grandeur. Alors, s'il veut redonner à l'Amérique sa grandeur, ça veut dire qu'elle a perdu sa grandeur. Ça veut dire qu'elle a perdu son prestige. Ça veut dire qu'elle a perdu, n'est-ce pas, les éléments qui font, n'est-ce pas, les États-Unis. Et pourquoi elle a perdu ça? Parce qu'il y a eu un mauvais leadership. Ça veut dire que c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas venues pour construire l'Amérique, pour rendre la grandeur de l'Amérique. Ils l'ont plutôt déconstruit. Et sur le plan africain, n'est-ce pas, nous avons vu les effets corrosifs, abrasifs, négatifs, n'est-ce pas, de ces États-Unis sur notre continent. Nous regardons par exemple l'accroissement du terrorisme et du djihadisme. C'est grâce aux drones américains qui parfois présentent des postures, les positions de l'armée. Des armées régulières, n'est-ce pas, en parlant du Sahel. On sort de l'AES, les États-Unis avaient leur base de drones la plus importante du continent africain, au Niger justement. Au Niger, ils ont été obligés, à Agadez, ils ont été obligés de déménager, de décamper à la suite justement d'une initiative du pouvoir du général Tiani qui leur a demandé de plier bagages. Et vous savez, à ce moment-là, on a envoyé un autre général, le général Langley des États-Unis, pour venir essayer d'influencer Tiani pour donc la coopération avec les États-Unis va reprendre, blablabla. Bon, mais il n'a pas flanché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand je prends ces exemples, c'est pour vous montrer que les États-Unis n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et les États-Unis sont à la tête, n'est-ce pas, de ce monde unipolaire, dictatorial, unipolaire capitaliste, unipolaire méchant destructeur. Parce que les États-Unis ne sont pas un pays qui donne des amitiés. La preuve en est, quand ils décident d'aller bombarder l'Irak, le Conseil de sécurité, ils s'en foutent. Au Conseil des Nations Unies, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout. En fait, c'est sur leur territoire, c'est chez eux qui prennent les décisions. Le jour que la CPI, par exemple, sur Mme Bensouda, vous vous rappelez de la procureure, n'est-ce pas, de la CPI, Madame Bensouda, l'africaine, avait décidé de faire des enquêtes sur l'armée américaine. On lui a interdit de séjour aux États-Unis. Vous voyez un peu. Alors, si c'était dans un autre pays, vraiment, les États-Unis allaient l'accompagner, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est un pays qui ne respecte pas lui-même, d'abord, ses propres règles, les droits de l'homme et tout le reste. Donc, ce n'est pas le leadership qui va faire qu'il y ait quelque chose de bon pour l'Afrique. L'Afrique ne doit rien attendre, n'est-ce pas, de cette élection, que ce soit Donald Trump, que ce soit Kamala Harris. C'est pour les États-Unis, ça ne nous apporte absolument rien. Ce que nous avons besoin chez nous en Afrique en ce moment où des élections, parce que les élections aussi sont en train de se préparer, d'ailleurs il y a même des élections un peu de partout chez nous en Afrique, c'est de véritablement adopter la vraie démocratie, si elle existe de vraie démocratie, n'est-ce pas, d'essayer de copier des vrais modèles. Parce que je voudrais vous rappeler qu'aux États-Unis, c'est eux qui ont défini la démocratie, c'est la gouvernance, je crois, c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, voilà. La définition d'Abraham Lincoln, c'est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc voilà, c'est le peuple. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas pour le peuple, n'est-ce pas, qu'ils sont élus aujourd'hui, parce que c'est pour des intérêts particuliers. Joe Biden, par exemple, président déchu, n'est-ce pas, qui a abandonné en cours de chemin parce qu'il était sénile, il ne voyait plus bien. Il ne marchait plus bien, il n'avait plus de toute sa tête. Il a été remplacé par Kamala Harris, mais son fils Biden, n'est-ce pas, est l'ami de M. Zelensky. C'est pour ça que les États-Unis donnent assez d'argent, n'est-ce pas, à Zelensky, parce que c'est eux qui étaient à l'origine, n'est-ce pas, des laboratoires biologiques pour créer des armes biologiques. Donc, vous voyez que c'était... L'armée russe a dû détruire sur le territoire ukrainien. Donc, vous voyez que c'est des intérêts, ce n'est pas une affaire du peuple. Quelle est la volonté du peuple, là, maintenant, aux États-Unis par rapport au financement de la guerre en Ukraine contre la Russie? Vous faites bien d'embrayer sur ces aspects-là. On a
envie de se demander de Kamala Harris ou de Donald Trump, lequel des deux candidats est mieux à même de venir mettre un terme, en tout cas, au soutien militaire américain en Ukraine. On sait que c'est ce soutien militaire-là qui porte justement l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Et pour ajouter à de l'eau à votre moulin, je rappelle simplement ces propos de Henry Kissinger, qui est l'un des diplomates les plus réputés des États-Unis d'Amérique par sa finesse et qui a abondamment produit sur la diplomatie américaine et qui laissait entendre que il est dangereux d'être ennemi avec les États-Unis d'Amérique. Il est encore plus dangereux d'être les amis des États-Unis d'Amérique. Je pense que M. Donald Trump est la personne appropriée qui va mettre fin, n'est-ce pas, à ce conflit russo-ukrainien. Expliquez-vous. C'est simple, parce que la plupart des intérêts, n'est-ce pas, des États-Unis actuels, n'est-ce pas, ou bien de Donald Trump ne se trouvent pas en finançant la guerre en Ukraine, non. Les intérêts sont d'abord à l'intérieur, c'est-à-dire des peuples qui sont justement en difficulté, les États-Unis ont de très grandes difficultés, parce que... Notamment économiques. Et bien sûr, parce que la plupart, n'est-ce pas, le système dollar est en train de prendre un coup. La stratégie états-unienne était basée sur le dollar. Et le dollar qui était devenu une monnaie volatile. C'est-à-dire le dollar n'était plus basé sur rien. Parce que l'une des choses, et j'aime souvent bien le rappeler, pour rire un peu, n'est-ce pas, le jour que l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, quand il devient directeur général du FMI, il dit, bon, ok, allons voir maintenant, vous les Américains, vous dites que le dollar est basé sur l'or, ok, allons à Fort Knox. Fort Knox, c'est là où les Américains gardent l'or, n'est-ce pas? Allons voir, je veux voir l'or là, les lingots d'or là, avec mes yeux sur lequel est basé. Le gars dit, hey, celui-ci sort de pour venir demander des comptes, le voir Fort Knox. C'est comme ça qu'on lui colle le scandale Fatou Bensouda. Nafissatou Diallo. Voilà, Nafissatou Diallo. Donc, c'est ça qu'on le colle ça et tout. Bon. Mais quand même, présomption d'innocence. On a quand même un directeur général du FMI. Vous l'arrêtez sorti de l'hôtel, vous l'avez menotté. Face caméra et tout ça. Vous ne voyez pas que c'était mise en scène terrible. Dont on ne connaît pas le réalisateur finalement. Mais vous nous révélez des choses là, André. Bien sûr, c'est juste des petits biscuits comme ça pour vous régaler. Pour vous régaler vos auditeurs et Facebookers, YouTubers et tout le reste là. C'est des petits biscuits. Donc régalez-vous. Pour dire simplement que quand vous voyez ça dans le système américain, le système financier du dollar est basé sur du vent. Donc ce n'est plus basé sur l'or. Alors, quand vous avez ça et que le système, n'est-ce pas, dollar est en train de mourir, le roi dollar est en train de mourir. On est en train de décapiter le roi dollar. Le système, n'est-ce pas, BRICS aujourd'hui est en train de décapiter le roi dollar. Alors, le roi dollar doit survivre. Il faut tout faire pour... Et justement, pour que le roi dollar vive, il faut créer les guerres. Parce que les États-Unis, son économie est basée sur la guerre. Pour qu'ils puissent obtenir du pétrole, de l'or, du gaz, de l'uranium et tout le reste là, il faut créer des guerres. C'est pour ça qu'ils ont créé la guerre en Irak. C'est pour ça qu'ils ont créé la guerre en Afghanistan. Ils ont créé des guerres un peu de partout. Donc, en fait, ils ne vivent que sur la stratégie de la guerre. Donc, sans la guerre, les États-Unis ne sont rien. Mais bien sûr. Parce que ce n'est pas... Mais tout l'argent des États-Unis a été mis dans la guerre. Mais, malheureusement, ils ont mis des techniques, n'est-ce pas, de guerre qui sont dépassées aujourd'hui parce que de l'autre côté, en face d'eux, il y a d'autres pays maintenant qui ont utilisé, n'est-ce pas, des techniques plus puissantes. Parce que quand même, quand un gars comme Pyongyang menace les États-Unis, il faut comprendre que ça veut dire qu'il a le secret. Quand Vladimir Poutine n'en parle plus, lui n'en parle même pas. Il dit souvent même à... vous vous rappelez de la dernière interview, enfin entretien entre Nicolas Sarkozy et président français à l'époque et Vladimir Poutine. Monsieur Nicolas Sarkozy a confondu de route quand il ressortait de cette audience-là, n'est-ce pas? Parce que Vladimir Poutine lui avait dit la Russie, comme ça, la France, comme ça. En 3 minutes, la France est rasée. C'est-à-dire il efface la France de la carte du monde en 3 minutes. Nicolas Sarkozy est sorti hébété. Donc, vous voyez des petites choses comme ça pour simplement dire que les États-Unis sont un pays en faillite.
peu importe le leader qui va arriver, il va essayer de recoller les morceaux, c'est-à-dire Donald Trump surtout, parce que moi je penche un plus pour Donald Trump, n'est-ce pas? Parce qu'il a une politique qui est plus apaisée. C'est la première fois que je vois, n'est-ce pas, les gens de ce parti-là un peu posés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation aux États-Unis, il faut que nous, les Africains, nous nous apprêtons parce que si Kamala Harris arrive, ça sera la guerre. Elle va continuer là où Barack Hussein Obama a laissé. Vous savez que c'est le vrai pion de Barack Obama là-bas. Kamala Harris. Mais bien sûr. On l'a dit très proche de l'OTAN aussi. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais bien sûr. Vous pensez qu'elle va poursuivre la guerre et va l'intensifier en Ukraine autant qu'à Gaza? Mais bien sûr, un peu de partout dans le monde. Des fronts africains pourraient naître. Mais bien sûr, parce que quand vous regardez ce qui est en train de se faire aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le Sahel, les États-Unis sont derrière. Parce que les États-Unis n'ont jamais accepté l'affront qui les a été, n'est-ce pas, imposé par le Niger, par exemple, en chassant les deux bases. Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait deux bases américaines au Niger, la base d'Agadez et la base de Niamey. Ils n'ont pas digéré, n'est-ce pas, leur chassement au niveau du Tchad. Vous savez qu'on a chassé les Américains au Tchad. Oui. Plus de 100 militaires américains au Tchad. Vous savez qu'en RCA, c'est la même chose. Donc, vous voyez que un peu de partout en Afrique, ils sont mal. Et donc, il faut un esprit grégaire pour venir justement créer davantage de fronts parce que c'est ça qui rend l'Amérique grand. Mais heureusement aujourd'hui que l'Amérique le faisait quand il n'y avait pas encore une force d'interposition, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui le parapluie sécuritaire, par exemple, de la Fédération de Russie. Vous voyez qu'aujourd'hui, partout... À l'époque où l'Amérique se considérait comme le gendarme du monde. Le gendarme du monde, n'est-ce pas? Avec George Walker Bush, n'est-ce pas? Le boucher. Vous savez qu'il était très, très brutal. Après, son père avait perdu la guerre contre Saddam Hussein dans les années... 90, la fameuse guerre du Golfe. Il est revenu la refaire en 2002. Mais... c'était l'objectif. On a fabriqué monsieur le Bush, pour venir justement faire la guerre à Saddam Hussein. Donc il fallait qu'il revienne au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est là où on a vu la première fois les machines s'arrêter aux États-Unis. Il y a eu coupé d'électricité aux États-Unis lors des décomptages des voix. Brusquement, comme ça, les machines s'arrêtent. Quand on décomptait, parce que Al Gore était déjà largement en tête, avait déjà battu, n'est-ce pas, monsieur Bush? Est-ce qu'il y a des risques pour qu'un tel scénario se reproduise à la faveur de cette autre élection américaine? Mais ça dans laquelle commencé à se produire. Il y a dans certains États où vous voulez voter Donald Trump, ça on voit plutôt chez Kamala Harris. Vous appuyez sur le point de Donald Trump, c'est plutôt chez Kamala Harris que ça pointe. Il y a des choses comme ça qui ont été faites. Il y a des vidéos, vous pouvez voir des vidéos, j'en ai en quantité. Donc, il y a des fraudes comme ça. Il y a la fraude des morts. Vous vous rappelez que même celui qui est parti là, le sénile qui est parti là, qui a démissionné là, Joe Biden. Joe Biden, non. Il y a des morts qui ont voté pour Joe Biden. C'est pour ça que la prise du Capitole, vous vous rappelez des Américains qui ont décidé d'aller prendre le Capitole. Donc, vous voyez que ce qu'on n'avait jamais vu aux États-Unis, c'est produit que des Américains décident d'aller prendre leur pouvoir en main. Donc, pour simplement dire que les États-Unis ne sont pas des modèles de démocratie. D'ailleurs, je voudrais vous faire un rappel historique. Monsieur George Bush père a été président aux États-Unis, Bush fils a été président. Quand c'est en Afrique, ce n'est pas la démocratie, c'est la monarchie. Quand c'est aux États-Unis, c'est la démocratie. Monsieur Bill Clinton a été président aux États-Unis. Madame Clinton a été secrétaire d'État, la deuxième fonction la plus importante aux États-Unis. Elle est passée à 2 doigts. Elle est passée à 2 doigts d'être présidente des États-Unis. N'est-ce pas? C'est la démocratie, n'est-ce pas? Récemment, on annonçait Michelle Obama pour remplacer Biden. Avant que ça ne se joue sur Kamala Harris. On passe. Vous avez vu, n'est-ce pas, je crois, les Kennedy. Les Kennedy ont dirigé les États. L'autre était gouverneur, l'autre était... Donc, vous voyez que, en fait, quand ça se passe, n'est-ce pas, de père en fils, de mari à femme, je prends aussi un exemple aussi un peu en France. François Hollande, président en France, n'est-ce pas,
Ségolène Royal, la mère de ses 4 enfants. De ses 4 enfants. L'autre a été président, l'autre a été ministre, l'autre a été candidate à l'élection présidentielle, à 2 doigts de gagner les élections. Vous voyez, c'est la démocratie. Donc, vous voyez des scénarios comme ça. Chirac, je crois c'est Chirac et l'autre, et Hollande même, ils sont de Corrèze, c'est-à-dire ils sont du même village. Donc, 2 présidents sortis de la même localité. C'est la démocratie. Et si Emmanuel Macron avait des enfants, peut-être que dans les jours à venir. Donc, vous voyez, on essaie de prendre ces exemples-là pour dire aux super démocrates africains, de leur dire que, mais monsieur, la démocratie, ce n'est pas ce que vous pensez là. Nous sommes les vrais démocrates parce que quand M. Alassane Dramane Ouattara est élu à 1 million, n'est-ce pas, de voix aux élections, n'est-ce pas, aux dernières élections du 3e mandat, il y a 4,5 millions de personnes qui descendent dans les rues pour soutenir Assimi Goïta, qui est vraiment l'élu du peuple. Quand vous avez 1 million dans les urnes, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a dit. Et plus de 4 millions dans la rue. 4,5 millions dans la rue pour soutenir un individu qui est le plus aimé de son peuple. Qui n'a pas fait de campagne électorale. Qui n'a pas fait de campagne électorale. Mais un amour spontané et vrai qui se démontre sur le terrain. Donc pour simplement dire, monsieur Abega, vraiment, que les Africains apprennent à tirer des bonnes leçons et se mobiliser pour les causes justes. André-Christelle Fanga, on aurait aimé pouvoir disposer du pouvoir de mettre une pause sur l'horloge, sur le temps, pour continuer à nous délecter de vos savoirs et de vos lumières qui participent précisément à construire l'opinion des Africains. Mais malheureusement, le temps imparti à cette émission de Regard panafricain est arrivé à son terme. Nous allons mettre la clé sous le paillasson en vous permettant de dire un dernier mot de fin en une petite minute. Oui, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et simplement dire que notre Afrique a besoin d'unité. Notre Afrique a besoin d'engagement. Notre Afrique a besoin des hommes et des femmes et surtout cette nouvelle génération d'apprendre les histoires du passé. Au lieu de se concentrer sur les Balthazar, concentrez-vous sur des livres, les histoires passées. Balthazar, Zanzibar ou... Balthazar. On n'en parle pas ici. Ils ont compris. J'ai cru entendre Zanzibar pour parler de l'île. L'île de Zanzibar. Et Zanzibar, l'artiste, musicien, très grand guitariste. Donc, non, c'est pas de lui que je parle. Je parlais d'autre chose. Mais c'était juste pour qu'ils comprennent qu'il y a des enjeux plus grands que ce que nous voyons, n'est-ce pas? Ce que le monde veut nous présenter. Ce que Internet veut nous imposer. L'Internet est une chance pour les Africains pour mieux vite et très vite apprendre. Parce que si un seul instant les Européens ou bien l'Occident savaient que Internet allait nous faire du bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire on allait pouvoir marcher dans le monde sans voyager, alors ils ne nous auraient pas donné Internet. Vous voyez un peu. Donc allons, explorons, n'est-ce pas, toutes les ressources qu'il y a dans ces éléments-là pour justement construire notre Afrique. Et on ne peut pas construire l'Afrique comme on a construit l'Europe ou bien les États-Unis. On doit construire selon nos propres modèles. Parce que moi, j'aime encore la poussière quand je roule dans cette poussière-là pour aller dans mon village. André-Christelle Fanga, merci beaucoup d'être venu à Regard panafricain de ce 4 novembre 2024. Regard panafricain, c'était donc une préparation avec l'entière et disponibilité et collaboration de Patience Ornella Basileking qui a travaillé donc à réaliser ce programme. Éclairage, mise en scène et mise en onde, Martin Kelly, à qui nous disons merci. Merci à nos équipes rédactionnelles qui ont justement permis aussi la préparation de cette émission, à nos équipes techniques. Bégoudé Madone vous retrouvera sûrement pour la prochaine édition en meilleure forme. Je suis Mbarga Abega, je n'ai simplement que porter la voix de l'ensemble de cette équipe, humblement et modestement d'ailleurs. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes.